tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. Retour sur le déplacement du prince Albert II en région parisienne. Il était l'invité des mardis de l'ESSEC. Le musée océanographique accueillait une conférence des rencontres littéraires Fabien Boisson avec comme invité Pierre Frolla. Nous reviendrons sur la préparation du concert de vendredi de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le pianiste de talent Radu Lupu. Et pour clôturer ce journal, nous vous présenterons une exposition consacrée à la maison Boro. Je vous l'annonçais en titre, nous débutons ce journal avec le déplacement du prince Albert II à Paris. Le souverain était l'invité des mardis de l'ESSEC, un rendez-vous qui existe depuis 1961 et qui a accueilli de nombreuses personnalités. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Patrick Poivre d'Arvor, Dominique de Villepin, Dali, Anne Hidalgo, Bruno Le Maire ou Lilian Thuram, ces personnalités culturelles, politiques ou encore sportives ont un point commun, celui d'avoir été l'invité des mardis de l'ESSEC. Depuis plus de 50 ans maintenant, cette association, l'une des plus vieilles associations étudiantes de France, ouvre le débat sur un thème prédéfini, un échange entre l'invité et les mardisiens comme ils s'appellent. Ce rendez-vous grand public vient d'ouvrir sa saison en abordant la protection de l'environnement avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Il me semble aujourd'hui que c'est une dimension qui est extrêmement importante et qui, dans les débats actuels dans le paysage politique français, est occultée. Campagne, comme je disais, oblige. C'est une dimension qui apparaît un petit peu secondaire. Et finalement, le prince Albert, c'était la personnalité idéale pour l'incarner à un très haut niveau, tout en s'échappant un petit peu de cette sphère politique française, en échappant un petit peu au débat, et finalement en sortant de notre cadre actuel qui est les élections à venir. L'accord de Paris sur le climat, la place accordée aux océans lors de la prochaine COP22, son expédition au pôle Nord en 2006, sa fondation. Pendant près d'une heure, le prince Albert II est largement revenu sur son engagement en faveur de l'environnement et s'est prêté au jeu des questions-réponses, un échange apprécié par les étudiants de l'ESSEC. C'était intéressant, j'espère que ça a su réveiller une conscience pour notre public et que cette population saura s'engager davantage après toutes les révélations de Monseigneur. Il est très très investi, donc même c'est presque disproportionné par rapport à la taille de Monaco. Donc même lui, il a expliqué pendant l'interview qu'il siégeait pendant la COP22, là, il va siéger pour une journée entière sur l'océan et le climat, donc ça montre que c'est quelque chose où il est très impliqué, mais aussi en même temps il est reconnu comme étant un chef d'État dont c'est la cause. Avec cette tribune, l'ESSEC montre ainsi son intérêt pour l'avenir de notre planète, un sujet d'actualité pour l'école qui a pour projet la création d'une chaire océan dans les années à venir. Et lors de ce déplacement, le prince souverain a également assisté à la remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Retour en principauté avec une conférence qui était organisée au musée océanographique. Pierre Frolla était l'invité des rencontres littéraires Fabien Boisson. Le reportage est signé Fabien Bonilla. Une conférence en présence du prince Albert II, conférence dans la grande salle du musée, pleine pour l'occasion. Même si l'on ne présente plus Pierre Frolla, en quelques mots, Pierre est un ancien judoka, quadruple recordman du monde d'apnée, ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, ambassadeur de l'association Peace and Sport. Pierre Frolla a écumé toutes les mers pour découvrir leurs profondeurs et leurs habitants, comme par exemple les grands requins blancs. Le pirate des abysses, comme on le surnomme, a présenté notamment des images de ses expéditions sous-marines. Le pirate des abysses, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire en fait d'une équipe qui décide à un moment de réaliser un objectif commun qui est de devenir champion du monde de plonge en apnée. Donc au début, on est juste une bande de copains qui nous entraînons pour pouvoir ravir les compétitions. Donc bon, ça, je vous apprends rien, vous connaissez. Et finalement, on gagne le premier record du monde, le deuxième record du monde, le troisième record du monde, le quatrième record du monde d'affilée, après avoir battu 4 records de France et 2 d'Europe en amont. Et on a été surnommés des pirates par le président de la Fédération française à l'époque en disant « mais ces gens-là sont des pirates ». En plus, les personnes qui faisaient ma sécurité à l'époque venaient d'un système qui n'était pas reconnu en France à l'époque, qui est le système PADI, qui est tout simplement 85% de la plongée dans le monde. Et donc ça plaisait pas trop. Donc on a dit ben oui, effectivement, on est des pirates des abysses. Et de cette idée est né un nom
et des valeurs, un code moral un peu emprunté au monde du judo, puisque j'étais judoka à l'époque. Et donc ce que je vais présenter ce soir, c'est l'histoire de ces pirates des abysses, l'histoire de l'équipe de ces copains qui ont commencé en réalité en 1995 à avoir des rêves, qui les ont réalisés, qui ont permis à des gens de réaliser leurs rêves. Et au fur et à mesure, au travers des années, leurs rêves et leurs objectifs ont changé pour aboutir à l'aboutissement justement d'objectifs à atteindre les uns avec les autres. Après cette conférence, Pierre Frolla a déjà d'autres projets, une bande dessinée, un dessin animé de 72 minutes et 52 épisodes de 13 minutes, ainsi qu'une application média. Et parmi les manifestations organisées dans l'avenir par l'association Les Rencontres littéraires Fabien Boisson, le 25 mars, une conférence avec un ancien ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, au Méridien Beach Plaza. Et le lendemain, le 26 mars, même lieu, le 6e Salon du Livre de Monaco en présence d'environ 70 auteurs. Autre actualité, en bref, la principauté a souhaité s'associer à la France pour le lancement de la première campagne Moi sans tabac. Son objectif, inciter et accompagner tous les fumeurs dans leur démarche d'arrêt du tabac pendant 30 jours au mois de novembre. Le rendez-vous est donc pris dès le 1er novembre sans cigarette. Un mot de musique avec les répétitions du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au fil du Danube avec l'immense pianiste Radu Lupu sous la direction de Laurence Foster. José Sacré vous dévoile ce qui vous attend vendredi soir. Deux œuvres sublimes sont au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vendredi 21 octobre sur le thème Au fil du Danube. Le concerto numéro 23 de Mozart avec en soliste le pianiste Radu Lupu et la symphonie numéro 3 pour chœur mixte et orchestre opus 21 de Georges Enesco avec à l'orgue Olivier Vernet. Pour diriger ce concert, l'orchestre a invité le chef idéal, ardent défenseur de la musique d'Enesco, Laurence Foster. C'est l'œuvre presque préférée pour moi de presque tout Enesco. Ça me touche énormément, c'est tellement humain, c'est tellement un tableau quand même de cette période avec cette guerre atroce qui est... La Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, qui se montre dans une sorte de visite à l'enfer de Dante. Vraiment, dans le deuxième mouvement, vous allez entendre, ça fait une violence musicale peut-être égalée seulement dans la 6e symphonie de Mahler. Alors c'est une œuvre puissante qui demande beaucoup d'interprètes, beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, parce que en plus c'est une première à Monaco, c'est vous qui la dirigez. C'est bien ça, et ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup d'études de chaque musicien de son papier, et je suis vraiment tellement ravi et dans tous mes états de joie avec l'implication de tous les musiciens de l'orchestre de Monte-Carlo. C'est un énorme défi de réaliser cette œuvre et je dois dire, je sens quelquefois, il y a les musiciens qui connaissent maintenant la partition mieux que moi. Il y a les chœurs en plus. Les questions avec vraiment profondes, pas seulement stupides, cette note ici ou là, mais vraiment questions sur l'interprétation pour toutes sortes de choses et c'est une coopération formidable. J'aimerais de refaire un enregistrement ici avec ça maintenant, parce que je pense qu'on peut même approfondir plus peut-être que ce que j'ai fait il y a plusieurs années. Autre Roumain qui est au programme, qui est un génie du piano, mais vous le connaissez bien parce qu'en plus c'est souvent lui qui vous choisit pour diriger l'orchestre lorsqu'il joue. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce pianiste exceptionnel? Dès que Radu Lupu touche le piano avec l'oreille un peu ouverte, sensible, on sait tout de suite ça peut être que de Radu Lupu. Il y a une sensibilité, une subtilité qui est unique à lui. C'est ça, et ça c'est le grand joie de jouer avec lui. Mais c'est très exigeant, il sait exactement comme il veut chaque phrase. Et aussi, on peut pas accompagner Radu Lupu.
Il faut participer. À ne pas manquer ce vendredi 21 octobre à 20h30 à l'auditorium Régnier 3, le concerto numéro 23 pour piano et orchestre de Mozart avec en soliste Radouloupou et pour la première fois à Monaco, la symphonie numéro 3 de Georges Enesco, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo et le chœur de l'opéra de Monte-Carlo seront dirigés par Laurence Foster. À la fin, la musique ressemble à rien d'autre. C'est tellement unique et ça, s'y fait le génie. Mais il vaut le détour, comme on dit, parce que quand on entre là-dedans, on a une énorme satisfaction, joie, et c'est une musique d'une grande humanité. La galerie 11 Columbia reconstitue la maison Borot 1959 de Montmartre, l'occasion de découvrir le travail de Charlotte Perriand, considérée comme l'une des créatrices de mobilier les plus célèbres des années 50. Le reportage de Dominique Poulain. Bureaux, buffets, bahuts, passe-plats, tables, chaises, banquettes ou encore lits, ce sont les œuvres conçues par Charlotte Perriand, figure majeure de l'architecture d'intérieur au XXe siècle. Elle a aussi marqué l'histoire du design par sa personnalité, ses voyages et son rapport avec la nature. Influencée par les cultures japonaises et brésiliennes, ses matériaux de prédilection sont le bois, la paille et le bambou. On s'aperçoit quand on regarde les mobiliers années 30, années 50, qu'il y a une qualité de modernité, une qualité de réalisation, une simplicité qui aujourd'hui évidemment est mieux comprise aujourd'hui, mais qui à l'époque était une grande révolution. Et donc ces meubles-là sont effectivement faits, même, on va dire presque même conçus déjà dès la fin des années 30. Et évidemment, ils ont été collectionnés par des gens qui étaient véritablement amoureux de ce type de mobilier et qui les ont même entretenus avec, on va dire, passion et amour. Donc ils nous viennent 60 ans après, ou un peu plus de 60 ans après, dans un état assez extraordinaire. Ce mobilier exposé à la galerie Columbia a été réalisé par Charlotte Perriand dans les années 50 pour équiper la maison Borot, située dans le quartier de Montmartre à Paris. Un habitat adapté à l'homme moderne. Tout au long de ses œuvres, cette créatrice de mobilier a constamment recherché les rapports harmonieux entre l'homme et son milieu. C'est un mobilier qui a été conçu par Charlotte Perriand, donc pour cet ami qui était ce monsieur qui s'appelait Borot, donc qui a eu une histoire, c'était pas un industriel, mais enfin un gros entrepreneur à l'époque, qui avait gagné bien sa vie, qui est comme un petit peu comme grand plaisir, s'est offert la construction, non pas de la maison, mais de cet univers par Charlotte Perriand. Puis au fur et à mesure des années, plus il a eu l'occasion de pouvoir augmenter la surface de la maison et de l'améliorer, il l'a fait à différentes époques. Et donc cet univers est un univers dans lequel on s'aperçoit que Charlotte Perriand, le talent de Charlotte Perriand, c'est véritablement de concevoir des meubles qui permettent de tourner autour. Ce sont des meubles qui sont tactilement agréables, ils sont doux au toucher, les angles sont arrondis. Il y a une façon de circuler qui a été vraiment conçue par elle et vraiment pensée par elle. Alors qu'elle n'est qu'une jeune diplômée de 24 ans sortie de l'école de l'Union centrale des arts décoratifs, Charlotte Perriand entre de plein pied dans le club fermé de l'avant-garde française. Dans les années 30, elle poursuit ses recherches sur un habitat et un mobilier pour le plus grand nombre. Grande passionnée de montagne, elle est responsable, entre les années 60 et 80, de la conception et de l'aménagement intérieur des appartements de la station savoyarde des Arcs. C'est l'occasion pour elle d'appliquer ses idées en matière de fabrication en série. Charlotte Perriand est décédée en 1999 à l'âge de 96 ans. Une exposition à découvrir jusqu'au 2 décembre. Football pour finir avec la 10e journée de Ligue 1. Après le nul arraché à Moscou en Ligue des Champions, Monaco retrouve le championnat et reçoit Montpellier vendredi soir. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion. 3 jours après le match de Ligue des Champions sur la pelouse du CSK à Moscou, Monaco rejoue déjà en Ligue 1 vendredi soir face à Montpellier. 3 jours seulement, et c'est bien là le problème. Leonardo Jardim a affiché son incompréhension en conférence de presse en faisant lui-même le jeu des questions-réponses. J'ai pour faire la question aujourd'hui. La première question, coach Jardim, pourquoi Monaco a besoin de jouer vendredi après un match de Champions League mardi, quand il y a 6 ou 8 clubs qui jouent demain, jouent samedi?
il peut changer les jours de match. Alors, Jardin, il va répondre. Je ne connais bien la réponse de ça. Je crois que ça n'est pas bon pour le football français parce que ne pas défendre les équipes qui jouent pour la France pour gagner les points. Ça n'est pas bon pour le spectacle parce que les équipes sont fatiguées et normalement ne pas vont donner un bon spectacle. Ça n'est pas bon pour le joueur parce que les joueurs peut-être vont se blesser plus. Vendredi, ça fait court pour récupérer. Maintenant, voilà, on n'aura pas le temps de ressasser des situations du match à Moscou. Maintenant, on a un match qui arrive vendredi. À nous de faire le nécessaire pour vite retrouver le goût de la victoire. Et puis voilà. Les Monégasques restent sur une défaite 3-1 à Toulouse en championnat et veulent se relancer face à Montpellier, 15e de Ligue 1 et en difficulté à l'extérieur avec 0 victoire. On a comme ambition de gagner tous les matchs. Voilà, on est tombé face à des équipes qui nous ont assez bousculés physiquement, dans l'engagement, comme le dernier match face à Toulouse. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a des armes pour répondre face à ce genre d'équipe. Je ne suis pas inquiet, mais voilà, dès vendredi, je pense qu'on en a hâte de jouer ce match-là, surtout à domicile, pour vraiment gagner les 3 points. Maintenant, c'est récupérer bien l'équipe. Pour ce qui est important, c'est le match Montpellier. Toujours une bonne équipe avec une bonne organisation qui joue beaucoup une transition. Invaincu à domicile, Monaco devra faire sans Dirard, Touré et Falcao. Sorti sur blessure à Moscou, Moutinho souffre d'une béquille et pourrait tenir sa place contre Montpellier. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Vendredi, temps nuageux dans la matinée, belles apparitions du soleil dans l'après-midi, il fera 19 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, soleil de nouveau voilé dans la matinée, apparition de nuages menaçants dans l'après-midi, les températures seront clémentes. Dimanche, détérioration du temps, les températures seront en baisse. Lundi, ciel encore incertain, les températures seront conformes aux normales de saison. Mardi, soleil doux, il fera 14 degrés le matin et jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi. Et finalement, mercredi, l'on prévoit une journée ensoleillée. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Et je vous dis quant à moi, à très bientôt sur Monaco Info.